À la une ce soir. Montréal doit être uni face à ce deuil, face à cette détresse de notre communauté. Lendemain de fusillade mortelle, un meilleur contrôle des armes à feu et des réseaux sociaux demandé. Il faut qu'on soit conscient qu'il y a quelque chose qui se passe dans les médias sociaux et d'avoir une vigie aussi sur une montée d'une haine. Au cœur du manifeste, l'idéologie incel, une mouvance misogyne et violente qui prend de l'ampleur au pays. Nos élus ont de la difficulté parfois à peut-être nommer les choses comme elles sont, alors que ce n'est pas le premier attentat incel qui a eu lieu au Canada. Il va falloir qu'on surveille cette tendance-là. Et un livre bleu pour présenter la vision péquiste d'un Québec indépendant. C'est surtout un point de départ pour un dialogue avec la population sur c'est quoi être dans son propre pays. Il est 17h, voici votre nouveau info. Bonne fin de journée tout le monde. Au lendemain de la fusillade qui a fait 3 morts à Montréal, eh bien l'enquête policière se transporte maintenant en Alberta. Et la police de Lethbridge qui a perquisitionné une résidence dans un quartier résidentiel. Le tireur, en fait, est originaire de cette petite ville pendant qu'on voit justement des images à l'écran. Et pendant ce temps, bien dans la métropole, l'heure est au recueillement, mais il y a quand même de nombreuses personnes qui tentent d'avoir des réponses. Et justement, bien, plus les heures avancent, plus on en apprend sur le fil des événements. Et là, Lila, puis on en connaît maintenant davantage sur le tireur. Ouais, quelques détails sur l'identité du tireur ont été révélés aujourd'hui. Donc, le bureau du coroner du Québec qui a révélé qu'il s'agissait donc de Seth Scott Hatfield, donc originaire de Lethbridge en Alberta, comme tu viens de le dire. L'homme avait 25 ans. Il était aussi à l'université de Lethbridge. Bien évidemment, l'enquête se poursuit. On s'est posé la question, quand est-il arrivé à Montréal? Quand est-il arrivé à l'hôtel Hilton? J'ai essayé de contacter l'hôtel Hilton qui ne donnera pas de réponse pour le moment. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a 10 enquêteurs du BUI qui sont sur l'affaire. Et puis, de son côté, la ville s'est réveillée quand même très affectée aujourd'hui. Le 22 juin va marquer à tout jamais la mémoire collective de Montréal, mais surtout des résidents de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Montréal est une ville sécuritaire et on doit s'assurer qu'elle le demeure. Ce matin, j'ai salué des policiers qui étaient et qui sécurisaient le périmètre. Imaginez sécuriser un périmètre où ils ont perdu un des leurs hier. Allez les voir, leur dire merci, saluer pour leur service. C'est terrible ce qui s'est passé hier. On ne peut pas vivre dans un pays, dans une ville, dans une communauté où tu risques de mourir au bout d'un fusil. Alors, plusieurs questions aujourd'hui, par exemple la place de l'idéologie violente à Montréal, mais aussi le port d'armes. Et là-dessus, la mairesse de Montréal est assez claire. Ce qui nous inquiète, c'est comment quelqu'un, encore aujourd'hui, en 2026, peut prendre un fusil puis être allé dans une rue publique puis tirer sur des gens. Je veux dire, au-delà qu'ils viennent d'ici ou d'ailleurs, moi, ce que je veux m'assurer, c'est qu'on s'attaque à le port d'armes. On s'entend, là, dans une ville comme Montréal, une municipalité, les armes n'ont pas leur place. L'événement a ébranlé beaucoup de monde, dont notamment la communauté juive qui a perdu l'un des leurs dans cette fusillade. Alors évidemment, on pense aussi aux policiers de Montréal, Mohamed Lamine Ben Redouane, qui est décédé. Il y a un GoFundMe qui a été ouvert pour les 2 familles touchées. Et dans le quartier, on pense évidemment beaucoup à Michael Mizrahi. La communauté juive, là, n'en revient toujours pas. La majorité de la communauté à Côte-des-Neiges était en lockdown hier. Les gens commencent à penser on est encore ciblés. Donc, et puis on a perdu un de les nôtres et c'est très dur. Tout le monde me dit il était toujours souriant, il était toujours avec des gens, en train de bavarder. Il était bien connu pour son magasin. Et tout le monde aimait aller là-bas bavarder avec lui. Donc, c'est une vraie perte. Il n'était pas ciblé, il était là, en train de prendre un café, et voilà, sa vie, voilà, c'est la fin de sa vie. Alors les voisins sont traumatisés, on a discuté avec certains, mais aussi le patron, le directeur du supermarché PA qui est juste à côté, on peut les écouter. I saw a man dressed in army fatigue and I followed him. And then he went down on his knees to get into a sniper position. I saw him shoot the police officer. Ça me touche comme si c'était ma famille. On doit le supporter à eux maintenant. Le gérant, il a pensé très vite. Il a barré la porte tout de suite.
Il a mis tous les clients dans l'arrière du magasin. Des employés aujourd'hui qui sont un peu traumatisés. It's like a movie. Alors il y aura, Sabrina, une manifestation contre les idéologies incel ce 25 juin à 17h à la place du 6 décembre 1989. Merci beaucoup, Lila. Bon, et justement, Lila nous parlait de cette idéologie incel, mais bon, le tireur de la fusillade a laissé un manifeste qui faisait l'apologie notamment de la haine envers les femmes. Mais qu'est-ce que c'est que ce mouvement-là, celui des incels? Eh bien, Lily Mercure s'est penchée sur la question. L'auteur de la fusillade survenue à Côte-des-Neiges hier a été identifié par le bureau du coroner comme étant Seth Scott Hatfield. Il avait 25 ans et venait de Lethbridge, en Alberta. Pour la psychiatre Cécile Rousseau, son objectif était clair. Il s'agit de ce qu'on appelle un suicide par policier. Une personne va faire une attaque, mais en s'arrangeant, ils veulent surtout être sûrs qu'ils vont se faire tuer. Hein? Donc c'est vraiment un suicide, mais un suicide où on est fâché, on veut qu'on parle de nous, on veut qu'on nous entende. C'est comme une façon de ne pas mourir pour rien, mais de vouloir mourir. Derrière lui, il a laissé un manifeste qui prône l'idéologie incel. C'est un courant du masculinisme qui se traduit comme étant célibataire involontaire. C'est parti finalement de forums sur Internet, donc sur des groupes en ligne d'hommes qui finalement avaient un ressentiment, je dirais, envers les femmes qui était dû à une frustration sexuelle. On va pas citer des passages du manifeste pour ne pas glorifier les propos de l'auteur. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il affirme que l'Occident est devenu une société hyper gamme. Et décrit en fait une frustration sexuelle à l'égard de femmes qui l'auraient rejeté et qui rejettent en fait les hommes privilégiés qui sont beaux, charismatiques, qui ont finalement accès au pouvoir et à l'argent. Et donc, dans sa conception du monde, qui est une vision assez incel des choses, c'est de dire que les femmes vont être attirés par ces hommes-là et que les autres hommes vont finalement être discriminés. Les manifestes précédents, on a vraiment des néologismes qui sont propres à la communauté. On a des idées, des concepts qui sont nés dans la communauté incel. Là, on voit qu'il y a une volonté de prétendre s'en détacher pour aussi potentiellement essayer de recruter un maximum de personnes parce qu'on s'éloigne un petit peu de la vision qu'on a du mouvement. Ce n'est pas la première fois qu'un acte d'une telle violence est perpétré par un incel. En 2018, l'attaque à la voiture bélier de Toronto a fait 11 victimes. 4 ans plus tôt, un jeune homme de 22 ans a tué 6 personnes à Isla Vista, en Californie, pour les mêmes raisons. Dans les deux cas, les tueurs ont été encensés par le mouvement incel. Pour ce qui est de Côte-des-Neiges, il y aurait actuellement un débat dans la manosphère. Alors en ce moment, ils sont un petit peu en train de décider si le tueur était l'un des leurs ou non. Vu qu'il ne s'était pas autoproclamé incel dans son manifeste, certains hésitent. Et aussi, certains considèrent la tuerie comme étant ratée, puisqu'il n'a tué que des hommes, pas des femmes. L'organisme Ville sans violence vient en aide aux personnes touchées par la radicalisation et leurs proches. Les idées masculinistes représentent environ de 10 à 20 des appels. Les jeunes, souvent, tentent de combler un besoin à l'égard de leur situation et donc peuvent aller, par exemple, chercher un certain groupe d'appartenance, aller chercher une identité, aller chercher réconfort auprès de ce type de communauté. Selon les métadonnées du manifeste, le document tel qu'on connaît maintenant a été livré le 8 juin. On peut donc supposer que ça faisait quelques semaines que le tueur planifiait ce qui s'est passé hier à Côte-des-Neiges. À Montréal, Lily Mercure pour Nouveau Info. Ouais, comme le révélait Nouveau Info hier, les événements se sont déroulés à quelques mètres de l'immeuble où est installé le géant mondial de la pornographie Pornhub et sa maison mère Hello. Et là, Étienne, eh bien, les policiers vont continuer d'enquêter pour savoir si Pornhub était la cible principale du suspect, mais tu as des nouvelles informations là, sur le fil des événements.
Oui, exactement. C'est effectivement une thèse qui est vraiment plus que jamais étudiée pour plusieurs raisons. Lila vous le disait, donc le suspect qui séjournait à l'hôtel Hilton, qui est situé ici, 6e étage, c'est là qu'il était, dans une des chambres là-bas. Et tout en face, il y avait les bureaux de Halo. Et c'est donc l'endroit où on voit présentement certaines vitres qui ont été enlevées dans les dernières minutes parce qu'il y avait effectivement des trous, des impacts de balles. Donc, on se demande, c'est là que tout a commencé et c'est là qu'il y a eu les premiers impacts de balles dans les bureaux de Halo, qui est donc la maison mère du plus grand site web de porno de la planète. C'est Pornhub, c'est basé à Montréal, c'est basé exactement ici. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs questions là-dessus. Puis dans son manifeste, le suspect parlait justement d'attaquer les quartiers généraux de différentes institutions, oui, des banques, mais aussi des quartiers généraux de sites porno. Donc aujourd'hui, Pornhub a réagi, une pensée pour les victimes, et dit la chose suivante: les premiers intervenants nous ont courageusement protégés et ont veillé à ce qu'aucun de nos employés ne soit blessé physiquement. C'est ce que disent les dirigeants de Pornhub. Donc, cette citation qui en dit quand même beaucoup sur le fait qu'ils étaient potentiellement ciblés par cette attaque. Oui, et Pornhub, d'ailleurs, qui avait été la cible de menaces dans les derniers mois aussi, là. Oui, exactement, sur les réseaux sociaux. En fait, depuis des années, c'est un site qui, évidemment, qui est assez controversé. Il y a certaines personnes qui disent que c'est un symbole de libération sexuelle, disent au contraire d'autres que c'est un endroit où, justement, on maltraite beaucoup d'humains. Et donc, très controversé d'un peu de tous les côtés. Mais le suspect, lui, les attaques, disait que c'était responsable notamment de ses échecs amoureux, cette industrie de la porno. Et le suspect, a évoqué sa haine à l'endroit des films pour adultes, tu le disais, là, mais dans l'industrie, c'est un petit peu la consternation aujourd'hui. Oui, rapidement, on peut aller à deux réactions, notamment Stella, ça c'est un organisme qui défend les travailleuses du sexe, qui dit qu'il y a une hystérie autour de la porno, qu'il n'y a rien d'étonnant que des hommes violents, extrémistes s'en prennent à nous, parce qu'on est un peu l'industrie du sexe, des boucs émissaires, et également un producteur de films adultes québécois qui dit que l'industrie adulte, là, c'est une industrie où on a le droit d'être libre, de liberté d'expression, on ne devrait pas être ciblé par des gens aussi violents. Merci beaucoup, Étienne, en direct de Montréal. Bon, maintenant, on change de registre parce que de nombreuses municipalités se préparent pour les festivités de la Fête nationale du Québec. On vous en parle au retour. Politique provinciale, le chef du Parti québécois a présenté les chapitres marquants de son livre bleu sur l'indépendance du Québec. Paul Saint-Pierre Plamondon affirme que le document de plus de 500 pages, c'est un point de départ. Des versions bonifiées seront produites après un dialogue avec la population. De nombreux thèmes sont abordés dans ce livre bleu. On parle notamment de la monnaie, l'armée, la laïcité, ainsi qu'un siège éventuel à l'ONU et à l'OTAN. Un chapitre sur les Premières Nations devrait être rendu public plus tard cet été. L'indépendance du Québec sera le plus grand exercice de débureaucratisation et de lutte au gaspillage de notre histoire. Nous donnons comme objectif des économies allant de 13 à 16 milliards dans le cadre de cette opération de réduction des dépenses parce que, essentiellement, on prévoit que 77 % des organismes fédéraux seront soit abolis ou fusionnés. Salut Alain. Salut Sabrina. Bon, tes premières impressions sur ce livre bleu? Ouais, premièrement, tu vois, je me suis habillé en bleu pour l'occasion. Tu as notre petit livre bleu aujourd'hui. Le fond est bleu. Puis, mes premières impressions, vraiment, je pense qu'il faut saluer le travail de l'équipe de Paul Saint-Pierre Plamondon parce qu'il était entouré de beaucoup de gens. Il avait une petite équipe, il n'avait pas une armée de fonctionnaires comme lorsqu'ils étaient au gouvernement, le Parti québécois. Donc, il a le mérite de mettre sur papier, sur un document de plus de 500 pages que l'on n'a jamais vu de la part du Parti québécois ou du gouvernement, du Parti québécois dans le passé, où on touche pas mal, je dirais, tous les sujets, tu l'as souligné, sauf tout ce qui touche les Premières Nations, les Autochtones. C'est pas parfait, comme il souligne. Je pense qu'il se prépare aussi aux attaques qui pourraient venir en disant ça sera bonifié après les consultations. Mais là, il touche à plusieurs sujets qui sont extrêmement sensibles. Mais c'est quand même un exercice de transparence pour Paul Saint-Pierre Plamondon, mais ça pourra se retourner contre le PQ lors des prochaines élections. Exactement. Puis là, je pense que c'est là, il y a une phrase qui dit « le diable se trouve dans les détails ». Et souvent,
plus on est précis, plus on donne de l'information, comme lorsque, je me rappelle quand j'étais maire de Victoriaville, puis là, je mettais en place un règlement, puis là, les fonctionnaires disaient, oui, bien, il faut parer à tous les coups, puis on dirait que plus on met de détails, plus on va chercher les bébites à l'intérieur. Donc là, il ouvre la porte à la critique, puis naturellement, ses adversaires vont vouloir aller droit au but en disant, vous voulez nous séparer du reste du Canada, jouer sur la fibre patriotique de ceux et celles qui ne veulent pas rentrer dans ce débat-là. Puis on le voit, les sondages démontrent clairement qu'une grande majorité de la population québécoise ne veut pas de référendum. Donc, ça va être beaucoup plus dans la vente du produit que ça va être important. Mais là, au moins, il pourra se référer à un document. Il va rester à voir si les gens vont prendre le temps d'aller le lire. Oui, bien là, c'est ça aujourd'hui où tout va vite. Des fois, c'est ouais. à se demander effectivement si les gens vont lire. Parce que là, on parle qu'un Québec souverain aurait sa propre armée, serait membre de l'OTAN. Mais là, comment ça pourrait fonctionner? On ne pourrait pas avoir une armée demain matin non plus. Bon, c'est ça. Puis là, on écoutait Paul Saint-Pierre qui dit on va faire des économies de plus de 13 milliards parce qu'on ne prendra pas d'organisation fédérale. Mais de l'autre côté, on veut avoir l'armée, on va respecter le 5 du PIB pour faire partie de l'OTAN, on va faire partie du NORAD, on va avoir notre frontière, donc on va avoir notre propre monnaie. Donc, ces organisations-là fédérales qui géraient, donc à moins que quelqu'un me dise, on a peut-être trop de fonctionnaires, mais est-ce que tous ces fonctionnaires ne faisaient rien? Je pense que là, il faut pousser, mais pousser égal. Donc, ils parlent d'économie, mais ils ne parlent pas de tout ce que ça va coûter à côté. Donc là, oui, on envoie de l'argent à Ottawa, mais ils nous donnent des services, puis on le voit comme dans le cas du TGV avec ce grand débat-là. Oui, mais tu parlais justement de fonctionnaires, mais avec un Québec souverain, il y a plein de fonctionnaires fédéraux là, qui perdraient leur emploi. Puis on sait, notamment à Gatineau, il y en a beaucoup de fonctionnaires fédéraux. À Gatineau, à Shawinigan, en région et dans plusieurs régions, il y a des bureaux. Ça va faire peur aux gens. Puis ça va être un gros enjeu lorsque vient le temps d'aller essayer de gagner des électeurs pour voter. Quand il va falloir voter. Merci beaucoup, Alain. Ça fait plaisir, Sabrina. Les parents d'enfants ayant des besoins particuliers ont de la misère à trouver des places en service de garde. C'est ce qu'a appris Nouveau Info. Il y a plus de la moitié des gestionnaires qui ont dû refuser un enfant parce que ses besoins étaient trop grands pour leur capacité d'accueil, selon une étude. Les détails avec Marika Simard. Quand il est arrivé à 11 mois, il est arrivé comme un enfant comme tous les autres, dans mon cas. La seule exception, c'est qu'il y avait des lunettes. Le volet pouponnière, c'est quand même relativement bien passé. Où on a commencé à avoir des enjeux, c'est plus quand il a atteint le groupe des 18 mois. La réalité de Marie-Luc dépasse largement les murs de cet établissement. Mon fils, il a une maladie génétique rare qui s'appelle la cécité nocturne stationnaire. Tu me disais qu'il voit à peu près, c'est ça son rayon, là. Exact. Là, mon fils, là, c'est... Moi, je dis souvent, là, tu sais, j'essaie... Je suis pas l'experte, là, mais je fais comme... Il faut aussi accueillir un enfant qui a des besoins de soutien particuliers. Ça nous prend du temps. Ça prend du temps pour observer, ça prend du temps pour réfléchir à ses interventions. La personne éducatrice, c'est une professionnelle de la petite enfance. On ne lui demande pas d'être une orthophoniste, une ergothérapeute, d'une physiothérapeute, etc. Donc, elles ont besoin du soutien aussi du réseau de la santé. Puis là, évidemment, nous, ce qui est arrivé en premier, bien, c'est tous des comportements. Fait qu'il s'est mis à mordre, il s'est mis à être réactif, il s'est mis à frapper. C'est là que le CPE nous a rencontrés en disant, bien là, nous, on veut le faire évaluer par une psychoéducatrice. Parce que les comportements sont nombreux, ils affectent les autres enfants, puis ça commence à être dérangeant pour l'ensemble du groupe. Tu vois, c'est le moment où la maman devient émotive, mais c'est dans tout notre cheminement, m'a amené la TES, puis Mélanie ici, ils nous ont pas lâchés, puis ils ont dit, on s'en va trouver, il faut trouver, il faut trouver. On avait le diagnostic de cécité. Ça, là, je l'ai eu à peu près à 18 mois. Mais l'impact de la cécité sur ses comportements... Moi, mon fils, là, des fois, il rentre dans le jeu du monde, là. Mais est-ce qu'il rentre parce qu'il veut déranger ou est-ce qu'il rentre parce qu'il y a un besoin de voir? Quand les enfants rentrent à l'école, il y a une équipe école qui vient avec une éducatrice spécialisée, des psychoéducatrices, des orthophonistes. Moi, j'en ai pas d'équipe école et j'ai autant de besoins. Alors, c'est comme si les enfants là, commençaient leur vie à l'école. Puis quand 0 et 5 ans, il se passe rien. On parle des CPE, mais... Il va aller à l'école, il va aller en service de garde, probablement à l'école aussi. Mon gars va avoir un code à l'école. Il n'a pas eu de code à la garderie, là. Il n'y avait pas moins de problèmes. Mais ce que je comprends, c'est qu'il va compter pour plus de 2 élèves en classe. Il y a des enfants pour lesquels, comme je disais, oui, ils ont un diagnostic, c'est très clair qu'il y a des besoins, mais d'autres sont en cheminement. Il faut aussi avoir, en fait, le soutien nécessaire pour répondre aux besoins de ces enfants-là aussi. Il faut faire confiance en nos CPE.
on les a pas toutes les réponses. Il faut accepter qu'on n'est pas dans l'âge de 7-8 ans. Partout au Québec, les parents doivent faire preuve de détermination et de patience pour trouver une place en service de garde pour leur enfant avec des besoins particuliers. Il n'y a pas de loi au Québec qui oblige un service de garde à accueillir un enfant effectivement qui présente des besoins de soutien particuliers. Par contre, le refus ne peut pas être fait sur une base discriminatoire sur l'handicap ou le retard. Ça, c'est pas normal. Ça devrait pas arriver. Ici, en tout cas, nous, dans notre CPE, c'est pas une pratique. Vous l'aurez compris, accueillir un enfant avec un besoin particulier, bien, ça demande du temps et de l'expertise, deux ressources qui manquent cruellement. À Montréal, Marie Cassimard pour Nouveau Info. À Québec, c'est ce soir qu'on célèbre la fête nationale et on joint Laurence Royer qui est sur les plaines d'Abraham où aura lieu le grand spectacle. Bon, Laurence, après un rendez-vous qui avait été manqué l'an dernier en raison de la pluie, bon, on espère que la foule sera au rendez-vous, là. Oui, tout à fait, hein, parce qu'on se rappelle, l'an dernier, le spectacle avait été annulé en raison de la météo. Il y a un orage assez impressionnant là, qui s'était abattu sur la ville de Québec. Là, on va pouvoir voir les images. Et il y avait eu énormément de déceptions parce que les plaines avaient été évacuées à peine quelques minutes avant le début du spectacle. Il y avait déjà de nombreuses personnes qui étaient rassemblées ici sur les plaines. L'année d'avant aussi, il y avait plu énormément. Mais aujourd'hui, il y a eu un peu de pluie cet après-midi, là, mais là, le soleil est au rendez-vous et on prévoit une belle soirée. Et selon les organisateurs, ça aura certainement un impact là, sur la foule attendue ici. On estime entre 35 000 et 45 000 personnes là, qui seront attendues. Et il y a aussi plusieurs artistes là, qui devaient performer l'année dernière, mais qui n'ont pas pu là, en raison de l'annulation du spectacle et qui seront présents ce soir. Et ça, ben, ça crée toute une ambiance. On va se reprendre pour l'an passé. Beaucoup d'artistes étaient là l'an passé qui reviennent cette année. Claude Dubois, Marie-Denise Pelletier était tellement déçue l'an passé. C'est ça qui m'a attristé le plus, c'était les artistes et le public. La joke qui n'en était pas une, c'est bon, la météo. Moi, ma blonde dit que je suis rendu fou. Là. Je regarde la météo à tous les 2 jours. Mais là, je pense qu'à soir, on sait que ça va être correct. Les météorologues nous prédisent du beau temps. On invite tout le monde à venir faire un tour ce soir pour fêter le Québec, fêter la chanson québécoise. Et il y a plusieurs générations qui vont partager la scène ici ce soir, des piliers de la musique québécoise, Claude Dubois, Daniel Boucher, Marie-Denise Pelletier, qui vont partager la scène avec la nouvelle génération, Lou-Adrienne Cassidy, Gab Bouchard aussi, à qui j'ai pu parler cette expérience un petit peu plus tôt. Il y a des collaborations avec du monde plus établi, moins établi, puis tout. Puis je pense que le mix des générations, c'est vraiment super cool. T'sais, hier, je parlais avec Lou, justement, puis on était comme... C'est Claude Dubois, tu sais. Genre, c'est Marie-Denise, tu sais. Puis on trouvait ça cool, puis on se disait qu'on avait tellement de choses à apprendre d'eux autres, puis que ça fait tellement longtemps qu'ils font de la musique, parce que nous autres, on va perdurer autant longtemps qu'eux, tu sais. On se demandait toutes ces affaires-là, puis c'est vraiment intéressant de le vivre. Puis je pense qu'on fait juste en profiter d'être là avec eux autres, t'sais. Et la soirée sera animée par Pierre-Luc Funk, qui prévoit tout un discours à la nation québécoise. Merci beaucoup, Laurence. Bon spectacle ce soir. Bon, est-ce qu'on va surveiller ce soir dans notre bulletin de 22h? Bien, nous allons nous diriger en Espagne pour parler avec un journaliste qui va discuter avec nous de cette deuxième vague de chaleur là, en quelques semaines à peine en Europe. Alors voilà, là-dessus, passez une agréable soirée et on se retrouve dès 22h.